Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Quelle portée est pour un accord de paix sans le M23? C'est notre interrogation. Justement, nous nous interrogeons avec nos invités. Le 27 juin approche à grands pas. La République démocratique du Congo et le Rwanda sont censés signer un accord de paix sous l'égide de Washington. Sauf que cet accord semble ne pas engager le M23 selon les déclarations des responsables du M23. Normalement, cet accord est prévu mettre fin aux hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo. L'accord essentiellement porte sur le respect de l'intégrité territoriale des deux pays, la cessation des hostilités, le retrait, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques. Mais on sait qu'il y a un autre processus, celui de Doha, qui est censé rapprocher les rebelles du M23 aux dirigeants de la République démocratique du Congo. Depuis plus réellement de grandes nouvelles, des avancées des discussions au niveau de Doha. Normalement, initialement, les conclusions de Doha devaient être versées à Washington pour un accord global, mais apparemment, le M23 semble prendre cette distance de cet accord qui sera signé à Washington le 27 juin prochain. Nous en parlons avec nos invités avec cette principale question. Quelle sera la portée de cet accord de paix si le M23 ne le reconnaît pas? Gabin Diao. Clairement, si le M23 ne reconnaît pas cet accord, ça veut dire que ce sera un non-événement. Et sur le terrain, les hostilités vont continuer parce que ce sont les forces du M23 qui détiennent les armes. Ce sont eux qui sont sur le terrain et non le Rwanda. Bon, c'est vrai, on peut dire qu'à un moment donné, le Rwanda... Il y a les soldats rwandais oui, aussi, les soldats rwandais supportent et tout. Aussi. Mais la première force, c'est quand même le M23. Et on ne peut pas minimiser quand même cette force-là par rapport à tout ce qu'ils peuvent faire comme agression. Ce sont eux qui ont pris tout le Kivu, ce sont eux qui ont voulu marcher quand même sur la capitale Kinshasa. Et cette lutte-là, ce sont eux qui ont débuté. Et le Rwanda est juste venu en appui. Donc, à un moment donné, on ne peut pas faire l'accord de paix sans pour autant impliquer le M23. Parce que si les États-Unis, qui ont pratiquement tous les renseignements du monde, aujourd'hui, ont trouvé mieux ou bien bon de faire en sorte que le M23 soit impliqué dans les discussions avec la RDC et que cette discussion-là, la conclusion de cette discussion soit versée dans l'accord de paix qui sera signé à Washington, ça veut dire qu'ils reconnaissent quand même la force de nuisance du M23 et connaissent véritablement leur importance. Mais si aujourd'hui... C'est ce qui devait être fait dans le processus de Doha. C'est ce qui devait être fait dans le processus de Doha, faire en sorte que il y ait une discussion entre les responsables du M23 et le gouvernement congolais. Et là, la conclusion sera versée quand même à l'accord de Washington. Et là, on va conclure l'accord ensemble. Mais là, si le RDC s'entête aujourd'hui à ne pas conclure un accord avec le M23 parce que disant que ce ne sont pas des forces légales ou bien ne représentent pas une entité assez légale et qu'un gouvernement légal ne peut pas s'asseoir à la même table avec cette force-là, je me dis que Félix Tshisekedi, il est en train de faire fausse route. On ne peut pas se comporter comme ça parce que là, il est en train de mettre en péril la vie des citoyens congolais. Pour la paix, il faut accepter de faire des concessions. On ne peut pas aller à une table de négociation et ne pas accepter perdre. Il faut perdre quelque chose pour gagner beaucoup plus. Et là, la vie des Congolais est très importante. Alors, Gabin, quand vous parlez comme ça, aller accepter, discuter comme un État avec un groupe rebelle, n'est-ce pas une manière aussi de légitimer le M23 et ce qui pourrait lui permettre de revendiquer certaines choses après? Non, il ne s'agit pas de légitimer le M23 parce qu'après cette discussion-là, qui sera versé à l'accord de Washington, il y a tout un processus à suivre. On a parlé du désarmement et de l'intégration conditionnelle. Voilà, de ces forces-là. Vous savez que c'est ce qui avait provoqué la résurgence du M23 parce qu'il estimait qu'un précédent accord n'a pas été bien appliqué. Mais quoi qu'il en soit, il faut aller quand même à une conclusion d'un accord de paix d'abord, avant de voir dans quelle mesure on peut implémenter cet accord-là sur le territoire et voir, peut-être il peut y avoir à un moment donné des frictions et autres là, mais faire en sorte que la vie des populations n'en pâtisse pas. Mais ici, Félix Tshisekedi, il est en train de s'entêter et là, il est en train de frustrer les autres et il est en train de les faire braquer beaucoup plus. Ils vont dire que maintenant, on nous a écartés. Nous, on va revendiquer de la manière dont on sait le faire, à savoir prendre les armes. Vous aurez pu constater que les discussions avec l'Union africaine, ça n'a pas pu porter
avec Joao Lourenço notamment. Bien Ça n'a pas sûr. pu porter tout simplement parce que Félix Tshisekedi avait refusé la rencontre avec le M23. Et la même chose est en train de se produire aujourd'hui. Le Rwanda a déjà accepté les conclusions et a paraphé un projet d'accord avec la RDC. Donc la balle aujourd'hui, c'est dans le camp de la RDC. Même dans le préaccord, il y a une clause selon laquelle il doit y avoir une discussion interne, c'est-à-dire entre le gouvernement de Félix Tshisekedi et le M23 et l'AFC. Mais aujourd'hui, si Félix Tshisekedi viole ce préaccord-là et dit que non, lui ne veut pas discuter avec le M23 parce que cela ne représente pas une force légitime, ça pose problème aujourd'hui. Alors, Gabin, rapidement, est-ce que l'argument avancé par les responsables congolais aussi ne tient pas quand même? Ils disent que le M23, pris tout simplement, n'est pas réellement une entité de force. Le M23 n'est M23 avec sa force que par le soutien du Rwanda. Et donc, quand le Rwanda prend des engagements, ces engagements, si je puis me le permettre, engagent aussi le M23. Et du coup, si le Rwanda se retire, eh bien, retire son soutien au M23, le M23 va tomber. C'est archi faux, c'est faire une lecture assez subjective de la situation. Parce qu'aujourd'hui, même si le Rwanda retire ses forces, si le Rwanda n'apporte plus son soutien au M23, mais ce sont des responsables qui sont assez riches, ils ont les moyens, ils ont les armes avec eux, ils ne sont pas encore désarmés, et ils occupent un espace assez vaste. Et jusqu'où irait-il Jusqu'où sans le irait-il soutien du Rwanda? Mais sans le soutien du Rwanda, jusqu'où irait-il? Ils iront jusqu'au bout de ce qu'ils veulent faire. Parce qu'aujourd'hui, quand tu prends les FARDC, est-ce qu'ils sont des forces aguerries, capables de faire face à ces rebelles-là? Parce que depuis lors, ils ne sont pas arrivés à gagner juste une petite parcelle occupée par le M23. Alors on va me dire que non, il y a plus de 2000 soldats rwandais sur le territoire congolais. On ne me le dira pas. Donc à un moment donné, il faut savoir que c'est Félix Tshisekedi qui est en train d'empêcher cet accord de paix. Si le Rwanda décide de retirer ses forces, encore que ça ne va pas arriver parce que là, si l'accord de paix ou bien il n'y a pas une clause entre la RDC et puis le M23, le Rwanda va se cacher derrière cela et ne pas signer et ne pas paraffer l'accord de Washington. Même si le Rwanda paraffe cet accord de Washington-là, ça ne va pas se faire sur le terrain parce qu'il n'y aura pas de retrait de troupes. Vous voyez un peu? Parce Le que Rwanda devrait se retirer puisque c'est ce qui est prévu dans l'accord. on sait comment les choses se passent. Le M23 va continuer par faire ce qu'ils savent faire, menacer les populations, tuer, marcher sur les gens et autres là. Et le Rwanda, compte tenu de ses intérêts aussi, va continuer par soutenir cette force-là parce que c'est la RDC elle-même qui n'arrive pas à faire une paix interne. Si vous-même, vous n'arrivez pas à résoudre vos problèmes à l'interne, comment est-ce que les autres vont faire pour respecter un accord conclu dans un autre pays pour faire en sorte que vos frontières soient respectées? Cela ne sera pas fait. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjao. Alors, Adam Adjronou, le M23 est hors jeu, en tout cas pour le moment, en ce qui concerne cet accord prévu pour ce 27 juin à Washington. L'accord devrait être signé entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. On estime qu'on n'a plus besoin du M23 parce que le M23 est soutenu par le Rwanda. Et si le Rwanda prend des engagements, normalement, le M23 devrait s'y plier. Non, je pense que c'est une question politique de grande envergure en ce qui concerne donc ces négociations-là. Puisque, vous l'avez dit au préambule, en parlant justement du fait que le M23 ne soit ni associé aux négociations menées par Washington. Mais justement, je pense que lorsque la paix est menacée et que l'intégrité du territoire vous échappe, le prix à payer pour la paix, en tout cas, n'a pas de prix également. Je pense que si c'est le moindre mal, quel que soit le sacrifice qu'il faut consentir pour arriver d'abord à l'intégrité et à la paix retrouvée, je pense qu'il faut le faire. Malheureusement, reprendre le processus de Doha, oui, discuter avec les rebelles, bien évidemment, mais j'en viens, puisque je pense que Tshisekedi ne veut pas ravaler en tout cas ces vomissures liées au M23, puisque depuis le début de cette crise-là, sur lui, sa mandature,
il n'a jamais admis le fait de pouvoir donc négocier avec le M23, l'assimilant justement au Rwanda. Et comme vous l'avez dit justement, il se dit que lorsque je signe un accord, et comme lui-même il a l'habitude de le dire, et que ce sont en tout cas des vassaux du Rwanda, et justement ils sont aux ordres du Rwanda. Malheureusement, nous avons constaté que lorsque nous prenons d'ailleurs même le cessez-le-feu qui était donc en tout cas négocié entre le Rwanda et la RDC par le passé, ce cessez-le-feu avait directement été violé par le M23 justement, parce que lorsque vous prenez en tout cas un groupe comme ça, chaque acte est un signal fort et est un message envoyé. Et je pense que ce message-là n'est pas, de mon point de vue, ce n'est pas par Tshisekedi qui continue par, de mon point de vue également, faire une négociation biaisée. Mais malheureusement, j'ai constaté qu'il commence déjà par retrouver raison, dans la mesure où, si la même personne a dit par le passé que lorsqu'il prend certains opposants qui sont intrinsèquement liés donc au M23 et arrivé aujourd'hui à pouvoir négocier, à faire profil bas, et d'ailleurs même à interpeller lorsque nous prenons les Cinco, pour négocier en réalité le rapprochement de certains ténors de l'opposition qui se trouvent être des alliés du M23. Ça voudrait dire quelque part que Tshisekedi en réalité ne veut pas directement parler du M23, mais a compris la nécessité de négocier avec le M23 en rapprochant donc ces opposants-là à sa cause. Parce que si tel est que de toutes les façons, nous savons bien évidemment que même si certaines figures de l'opposition n'ont pas directement, en tout cas, avoir des opinions directement liées au M23 ou avoir des affinités avec le M23, on connaît et on sait qu'il y en a parmi eux qui ont des affinités avec le M23. Et justement, en négociant avec ces opposants-là, c'est faire en sorte que ces opposants-là puissent porter la voix du M23. Malheureusement, ce que je pense, c'est que ces opposants-là iront, puisqu'il faudrait quand même qu'on soit clair, qu'on ait une délégation claire du M23 à un certain nombre de négociations données. Mais je pense que le processus de Doha devait être le salut de Tshisekedi. Malheureusement, il n'a pas su saisir cette opportunité qui lui était, en fait, d'ailleurs même, qui n'a pas inauguré l'avènement. Et justement, le fait que Doha puisse donc porter ce coup-là, il devait normalement profiter de cet aspect-là, faire en sorte que poser des bases, commencer déjà par négocier ou discuter avec le M23. Puisque le M23 se veut une entité. Puisque si Tshisekedi continue par considérer le M23 comme étant donc des rebelles, puisque c'est la question qui se dit pour la en tout cas, tout comme la façon dont on essaie de détecter les djihadistes. Ce n'est pas la même guerre. Ils ne sont pas les mêmes guerres parce que quelqu'un qui occupe un pan important du territoire, il peut réclamer en tout cas l'autonomie de ce territoire-là. On a vu le cas du Gao avec le Mali. Lorsque, en tout cas, ces djihadistes ont été installés à Gao, ils en ont fait un territoire conquis et dont l'exploitaient. La population, les administrations, etc., étaient à leur solde. Donc, c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Est-ce que Tshisekedi maîtrise ce qui se passe dans l'est de la République démocratique du Congo? Il n'y a aucune administration qui est sous le coupole de Tshisekedi. Et donc, je pense que ce sont des questions qui sont des questions assez inquiétantes lorsque vous pensez, en tout cas, à la réunification, à la souveraineté et à l'intégrité de votre territoire. Il faudrait quand même dépasser l'ego qu'a affiché Félix Tshisekedi jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce qu'on ne constate pas. Malheureusement, j'estime que cet accord-là, le Rwanda a montré patte blanche en faisant en sorte que tout ce qui lui est demandé aujourd'hui, en tout cas, il a dit clairement que lui ne contrôle pas le M23. Je pense que sur cet aspect, si tel est que Tshisekedi pense que avec ces accords-là signés avec le Rwanda pouvait lui permettre de pouvoir directement dégommer le M23, il se trompe lourdement parce que, comme je l'ai dit, chaque acte du M23 est un message fort et jusqu'au jour d'aujourd'hui, le M23 n'a jamais décliné de ses objectifs et ne veut pas se faire voir comme étant donc un vassal, comme lui-même a l'habitude de le dire, du Rwanda. Et donc je pense que cette guerre-là n'est pas... la fin de cette guerre-là
demain n'est pas la veille. Alors, ce que vous dites, finalement, c'est à croire que l'enthousiasme qu'on avait d'entendre qu'on parviendrait d'abord, on parlait de mi-juin, à un accord entre Washington et entre plutôt Kigali et Kinshasa, et finalement accord projeté sur le 27 juin, on devrait perdre cet enthousiasme-là. Apparemment, cet accord ne va servir à grand-chose. Je pense qu'il y aura quand même une pression sur Félix Tshisekedi de la part de Washington d'accepter de discuter avec le M23, puisque là aussi, il en va de la victoire des États-Unis et surtout faire en sorte que leur hégémonie soit confirmée quand même dans cette région-là, parce qu'il ne s'agit pas que juste d'un simple accord. Vous savez qu'il y a beaucoup de pays, beaucoup de puissances qui se disputent quand même la manne minière dans cette zone-là. Donc les USA veulent confirmer quand même leur suprématie de gendarmes du monde dans cette affaire. Donc ils vont essayer de mettre la pression sur Félix Tshisekedi. Si Tshisekedi rate encore cette coche-là, alors là, c'est fini pour la RDC et on va assister à l'avancement du M23 et de l'AFC. Et là, personne ne pourra plus les arrêter. Je l'avais déjà dit, l'Union africaine est très petite dans cette affaire-là. Elle ne pourra absolument rien faire. La preuve est qu'aujourd'hui, on ne sait même plus où est la négociation de l'Union africaine. Donc aujourd'hui, tout se joue aujourd'hui entre Doha et Washington. Donc si Félix Tshisekedi veut bien faire la chose... La négociation de l'Union africaine aussi continue. Le Togo vient d'avoir tout récemment le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie, qui soutient aussi, qui veut apporter son expertise au Togo dans cette négociation. Il y a qui dans l'Organisation internationale de la francophonie? Ils vont apporter quoi? C'est les pays francophones, bien sûr. Et ils vont apporter quoi? Ils ne feront rien. Ils ne feront rien. Tout se décide à Washington et à Doha. S'il doit y avoir la paix à RDC aujourd'hui, c'est à Washington. Et surtout, ça va commencer par le processus de Doha. Donc, moi, je ne compte pas sur les... Ce n'est pas faute d'avoir essayé de la part du médiateur de l'Union africaine, mais les réalités sont là et nous devons être réalistes et savoir que, l'Union africaine est très petite dans cette affaire-là. Maintenant, Félix Tshisekedi doit ravaler son ego, Adam vient de le dire, il doit essayer d'oublier son ego personnel et s'attaquer à l'idée de faire en sorte que les populations puissent retrouver quand même leur quiétude et vaquer librement à leurs occupations. Mais si il doit être dans cette posture-là que le M23 n'est pas une entité légitime et on peut pas composer avec eux et tout, c'est lui qui va se prendre les pots cassés. Donc à un moment donné, qu'il se rende compte que pratiquement 2 ans de sa nouvelle mandature sont en train d'être brûlés comme ça. Hein. Il n'a encore rien fait, même son projet. Il n'a pas encore fait 1 an de nouvelle mandature. Oui, pratiquement, quand tu vois, je me projette sur l'avenir. Si le 27 aujourd'hui, l'accord là n'est pas conclu, il y a problème. Dieu seul sait jusqu'où ira le F23 dans cette histoire-là. Et même son projet de révision constitutionnelle aujourd'hui, il a carrément oublié. Donc, à un moment donné, il faut essayer de faire, comment on le dit, d'accepter les conditions qu'on vous propose et d'aller vers la paix pour la quiétude des populations. Il ne faut pas à chaque moment être assez ringard, se dire que non, moi voilà, je suis égoïste, c'est moi Félix Tshisekedi avant tout. Aujourd'hui, c'est la vie des populations qui est beaucoup plus importante et il faut aller vers la paix, peu importe les conditions qu'il sera opposé. Et aujourd'hui, la discussion avec le M23, je pense que ça ne lui enlèvera absolument rien. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.